Salut à tous, je vais répondre à un commentaire de quelqu'un qui se vante que l'armée thaïlandaise est puissante. D'accord, mais de quelle manière est-elle puissante? D'abord, il faudrait situer le contexte géopolitique et sécuritaire en Thaïlande, et on ne peut pas résumer uniquement à la puissance de son armée. Ce que je veux dire, c'est que le pays fait face à plusieurs types de conflits. D'un côté, il y a des rivalités et des différends frontaliers avec le Cambodge autour des territoires comme Prévihir, et d'autres où les désaccords ont été gérés par des accords bilatéraux, des médiations internationales et parfois quelques incidents ponctuels. De l'autre, la frontière avec la Birmanie, comme des flux migratoires, des enjeux de sécurité et certaines incursions sporadiques sans pour autant déboucher sur une escalade majeure sur le long terme. Je remarque aussi qu'elle doit gérer des conflits internes, surtout dans le sud, dans les provinces de Pattani, Yala et Narathiwat. De mon point de vue, ces violences intermittentes ne s'expliquent pas seulement par un rapport de force militaire, mais surtout par des causes historiques, ethniques et religieuses profondément enracinées. C'est justement ce qui rend la situation difficile à résoudre de manière purement sécuritaire. J'estime également que le rôle de l'armée dans la vie politique thaïlandaise est central. Vous connaissez l'histoire? Le pays a plusieurs coups d'État et gouvernements militaires au cours des dernières décennies. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'elle obtient automatiquement des résultats immédiats dans tous les conflits, ni qu'elle peut projeter sa puissance de façon uniforme dans toutes les situations. À mon avis, les relations de force ne produisent pas toujours de bons résultats en temps de guerre, parce que les conflits ont un coût humain et économique très lourd. C'est souvent ce qui pousse à privilégier, au moins par moment, des approches diplomatiques ou intermittentes plutôt qu'un affrontement prolongé. Je pense aussi que les alliances régionales et l'influence d'acteurs comme l'ASEAN ou d'autres partenaires internationaux jouent un rôle important de modération, ce qui peut freiner l'escalade. En outre, je considère que les objectifs stratégiques d'un État ne consistent pas toujours à remporter une victoire militaire importante. Parfois, il s'agit surtout d'éviter une déstabilisation interne, de protéger les populations civiles et de préserver l'intégrité territoriale. Même avec une armée bien équipée et structurée, les réalités du terrain, comme la géographie, les zones forestières, les frontières difficiles à contrôler ou les logiques insurrectionnelles, limitent fortement les résultats militaires. Les Khmers de l'ancien régime connaissent par cœur la jungle, ils connaissent le danger. En ce qui me concerne, l'idée d'une armée forte, je suis désolé de décevoir certains, elle ne garantit pas automatiquement des succès immédiats. Une armée peut être moderne, bien entraînée et bien équipée, mais elle reste contrainte par des objectifs politiques, des limites juridiques et éthiques, par la nécessité de coopérer avec des partenaires nationaux et internationaux, ainsi que par les dynamiques internes du pays et le niveau de soutien de la population. Et donc, je dirais que le cas de la Thaïlande montre bien qu'une puissance militaire à elle seule ne suffit pas à régler durablement des différends frontaliers ou une insurrection intérieure. Je dirais plutôt que ces défis exigent une combinaison de sécurité, de développement économique et de dialogue politique. C'est pour cela qu'Anutin cherche à stabiliser son économie. Si vous observez bien son comportement, il n'a pas d'autres alternatives que de passer par l'enclos. Je pense qu'il s'est rendu compte que de faire la guerre coûte cher. Les vies humaines, l'économie, même si la Thaïlande s'exporte ailleurs. L'économie est quand même fragilisée. Pour nous les Khmers, nous ne sommes pas pathétiques. Désolé pour la personne qui pense que nous sommes pathétiques. Il se trompe. Il ou elle se reconnaîtra. Tout de suite, entre frontières et guerres oubliées. Salut à tous, j'entends des voix
qui disent qu'une arme fait la loi, qu'elle est puissante, qu'elle est grande, mais la vérité demande profondeur. Car un pays, ce n'est pas qu'un drapeau, ni des soldats marchant de haut. Il y a les frontières, les vieilles douleurs, les accords fragiles, les tensions, les peurs. Une armée forte ne suffit pas à faire taire les blessures d'en bas, ni les mémoires, ni les combats qui vivent encore là où l'on ne voit pas. La guerre promet puis elle détruit les corps, les terres, les rêves, les vies. Et sous les cris des grands discours, c'est la paix qu'on cherche toujours. Au sud, la nuit retient les noms. Patani pleure dans le silence profond. Navatiwat blessé par l'histoire qu'on n'a pas pensé. Ce n'est pas qu'une affaire d'acier, ni de soldats prêts à marcher. Il y a des racines, des identités, des fois blessées, des siècles noués. Une armée forte ne suffit pas à faire taire les blessures d'en bas, ni les mémoires, ni les combats qui vivent encore là où l'on ne voit pas. La guerre promet puis elle détruit les corps, les terres, les rêves, les vies. Et sous les cris des grands discours, c'est la paix qu'on cherche toujours. En l'air, mer s'adapte dans la jungle, les frontières aussi, que même la force a ses limites ici. On peut dominer sans vraiment gagner, on peut tenir sans jamais apaiser. Le peuple n'oublie ni la peur ni le prix, quand le feu revient troubler la vie. Alors la sagesse apprend parfois que parler vaut mieux que croiser le fer chaud. Un étage cherche à ne pas tomber, à protéger sans tout briser, préserver l'ordre, de tenir debout sans perdre son peuple au bout de la folie. Même équipé, même entraîné, une armée reste liée aux lois, aux choix, aux réalités, à ce que le terrain vient imposer. Alors non, la force à elle seule ne met pas fin aux longues querelles. Il faut du dialogue et du temps, du pain, de la paix pour les vivants. Et nous non plus, nous ne sommes pas ces hommes faibles.